c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Bienvenue sur le podcast de la loose. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pauline Sarda sur ce fameux podcast, un premier épisode. Donc, c'est notre première invitée exclusive. Pauline, c'est une entrepreneure depuis 2018 et la fondatrice de Step 22. Donc, avec son équipe, aujourd'hui, elle accompagne les entrepreneurs en prestation de services sur le développement de leurs compétences commerciales et stratégiques. Elle les aide à passer à l'action et à se responsabiliser, et notamment grâce au Mastermind, le 3.6. À ses débuts, Pauline a commencé comme community manager pendant quelques mois et elle s'est très vite aperçue que c'était pas ce qui lui convenait. Elle a décidé du coup de se repositionner dans de l'accompagnement et en se spécialisant sur la plateforme LinkedIn pour aider justement les entreprises à utiliser ce réseau social comme un levier de croissance pour leurs activités. Et c'est un petit peu grâce à ça que Pauline a réussi à percer, entre guillemets, je le mets bien entre gros guillemets, dans le game. Et aujourd'hui, c'est plus de 47 000 abonnés sur LinkedIn. C'est une équipe de 6 personnes qui l'accompagnent au quotidien. C'est des interventions sur des podcasts, des bundles de formation et un TEDx qu'on mettra du coup en description pour celles et ceux qui voudraient l'écouter. Bonjour Pauline, merci d'être là. Comment vas-tu ? Écoute, merci beaucoup pour l'invitation déjà et pour cette présentation qui a repris pas mal de gros jalons effectivement. Donc merci beaucoup, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Pour commencer, pour y aller crescendo, pour y aller doucement, pour qu'on se mette en jambes, on va dire, on a un petit jeu. Donc ça va être juste des questions, réponses oui/non, pas besoin de justifier, d'expliquer, juste oui/non, et puis on verra où ça nous mène dans l'aventure entrepreneuriale. Ça va être très dur pour moi, faut le savoir, de ne pas enchaîner. Mais je respecte l'exercice, mais ça va être dur. Après, il y a 2-3 mots qui t'échappent. On a eu des mauvais élèves à l'épisode précédent. Je veux pas balancer Paul et Rémi de Social Carder. Ouais. Mais voilà, donc c'est bon, tu peux y aller. 2-3 mots, c'est OK. On est prête ? Yes. C'est parti. Est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oui. Est-ce que tu as déjà posté un sondage en story et eu 0 réponse ? Oui. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post ? Oui. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé, voire même détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Oui. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Oui. Est-ce que tu as déjà pleuré pour le business ? Oui. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Oui, mais c'est arrivé très peu de fois, pour le coup. Ça marche. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Oui. Ok. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, un recrutement ? Oui. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Non. Pas du tout. J'aime bien parce qu'on voit l'intensité dans les réponses à chaque fois. Ah oui, ah non, non, non. C'est ça, genre c'était... Ouais. Il n'y a pas de... Bon, je sais pas... Non, c'est soit un bon oui, soit un bon non. Ouais, j'ai juste hésité sur... je sais plus, est-ce que tu as déjà remis en question des décisions ? Ouais. C'est assez rare parce que moi, quand je prends une décision, je la prends et j'y vais, je fonce. Mais bon, oui, évidemment, c'est arrivé. Ça marche. Merci pour ces réponses très, très franches, très honnêtes. On n'était pas loin du sans faute. Hein. Il y a eu 9 oui pour 1 non quand même. Ouais, c'est clair. Bon, Pauline, du coup, si on t'a invité sur ce podcast, c'est parce que justement, il y a 3 mois, tu as posté un message sur LinkedIn qui, moi, m'a beaucoup interpellée. Un message qui ouvre la discussion sur le sujet du burn-out. Donc, je vais juste citer 2 petites phrases qui m'ont vraiment marquée. La première, c'est « Personne n'a rien vu. Je n'ai pas pu échapper à l'inévitable ». Et la deuxième, c'est là qu'on m'a annoncé que ce que je refusais de voir, le burn-out, terrassant, difficile, éprouvant.
Donc avant d'en arriver à cette étape-là et d'évoquer ce passage, on aimerait du coup revenir sur ton parcours depuis le début de ta carrière, même peut-être avant d'être entrepreneur. Est-ce que tu peux nous partager justement les galères, les échecs, les épreuves par lesquelles tu es passé et qui, mises bout à bout, t'ont amené jusqu'à ce point, on va dire, de non-retour? Waouh, alors déjà, les échecs, les galères, bien avant d'être entrepreneur, je le dis souvent comme ça quand on me pose la question, j'ai une vie vraiment d'échecs cuisants quand même, longtemps, pendant très longtemps. Et ça a commencé, je dirais même dès l'école primaire, hein, carrément. Le collège aussi, j'ai pas eu mon brevet. Alors je sais, ça paraît un peu ridicule comme ça, mais je me souviens que ça avait été vraiment un premier gros échec violent et que je me souviens que la principale du collège m'a appelée. En fait, elle a voulu appeler mes parents, elle est tombée sur moi et elle m'a dit, ce jour-là, elle m'a dit, bon alors t'as pas le brevet, mais en plus de ça, t'es prise dans aucune école. Personne te veut. Elle m'a dit ça comme ça, hein, cash. Ok. Donc voilà, donc en fait, je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres, et c'est pour dire un peu que bon voilà, j'avais pas un starter pack un starter pack life hyper ouf au départ. Et après les gros vraiment gros échecs que j'ai connus, je me suis fait virer 3 fois sur 6 emplois quand même en tout, 6 emplois salariés, donc je me suis fait virer 3 fois, donc ça fait beaucoup. Bon, le burn-out, on y reviendra, mais pour moi, le burn-out, j'estime pas que c'est un échec parce que, en fait, on fait juste de notre mieux, hein, quand on arrive au burn-out, hein. On fait pas exprès, quoi, tu vois. Il y a quelque chose qui vient là-dessus. Ouais, alors j'en ai sûrement d'autres, mais là, c'est vraiment les gros qui me viennent. Vraiment le monde du travail et le monde de l'école en général qui a été très difficile pour moi, où j'ai enchaîné échec sur échec, clairement. Et justement, du coup, avant de te mettre à ton compte et de développer ton entreprise, comment tu fais justement quand très tôt dans la vie, tu es confronté à ça, tu vois une directrice qui t'appelle et qui te dit clairement personne ne veut de toi, quand t'as 14, je sais plus quel âge on a quand on passe le brevet, mais quand t'as Oui, à 14 peu ou près, 15 ans, ouais. Comment tu fais pour continuer à avancer dans la vie, sachant que dès le départ, on t'a dit que personne ne voulait de toi, quoi. Bah, c'est très compliqué. C'est très compliqué, surtout que, sans rentrer vraiment dans les détails, j'ai eu une adolescence très très difficile, parce que j'étais, c'est chaud, hein, ce que je m'apprête à dire quand même, mais bon, je le dis parce que ça fait partie de mon histoire et c'est ok. Mais j'étais boulémique, dépressive, suicidaire, donc on en est à ce niveau. Donc j'ai eu une adolescence très très difficile, ça a duré 4 ans et puis 1 an à peu près pour m'en sortir derrière après. Donc j'étais vraiment, ce qui m'a aidé, en tout cas à ce moment-là, c'est tout simplement de changer d'environnement. C'est-à-dire que bon, mes parents m'ont énormément soutenu, fort heureusement, parce que je me dis si mes parents m'avaient pas soutenu, c'est chaud. Mais ouais, changer d'environnement. Je me souviens aussi que j'ai, alors vraiment, je suis désolée, j'espère que c'est pas à côté de la plaque là tout ce que je dis, mais parce que pour le coup, ça n'a rien à voir avec le business là encore pour l'instant en tout cas. Et donc concrètement j'ai changé d'environnement et je me souviens aussi que j'ai coupé mes cheveux, j'ai jeté tous mes fringues d'avant entre guillemets, j'ai changé en fait énormément de choses, mais moi après je suis assez radicale, c'est-à-dire que avant aussi d'entreprendre, j'ai connu une faille de la vie, on va dire, plein de choses qui se sont engouffrées. La dernière fois que je me suis fait virer, en fait, ça a été le début d'un enchaînement de dominos. Et moi, j'ai réenchaîné les dominos à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai arrêté de fumer, j'ai repris le sport 3-4 fois par semaine, j'ai perdu 12 kilos, j'ai repris mes études et j'ai entrepris. Ensuite, je me suis mis à mon compte. Donc en fait, il y a eu ces 2 grosses phases là où je fais pas les choses à moitié. C'est-à-dire que je peux prendre du temps à me prendre plusieurs claques dans la gueule avant de les comprendre. Une fois que je les ai comprises, après, après je fais tout ce qu'il faut pour me relever, quoi. Ok, trop bien. Donc en fait, c'est des grosses claques qui, au bout d'un moment, tu t'es dit, il faut faire quelque chose, il faut que je change l'environnement, mon rythme, mon hygiène de vie, en fait, de façon générale. Et donc, tu as vu un impact, j'imagine, sur ton mental, enfin sur le psychologique, ne serait-ce que ça. Je pense que comment tu t'es sentie justement quand tu as vu que tu reprenais un petit peu
j'ai envie de dire, les rênes de ta vie. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Bah, c'est un sentiment de lâcher prise, de sérénité, en fait. En mode, en tout cas, vraiment, pour pas repartir trop dans le passé, parce que j'ai donné cet élément-là de mon adolescence, mais je vais me rapprocher un peu plus de nous, là, maintenant. Ok. En fait, j'ai compris à ce moment-là que quelque part, j'avais été, c'est une métaphore qu'on entend beaucoup, qu'on entend souvent, mais dans laquelle je me reconnais, que j'avais été un poisson qui essaye de monter à un arbre jusqu'à ce que je devienne entrepreneur, et puis qu'en fait, quand je suis devenue entrepreneur, bah, ça y est, on m'avait mis dans l'eau, quoi. Et donc, du coup, forcément, tout est plus fluide, tout est plus simple, on se sent beaucoup plus à notre place. Et donc, ouais, ça a été ça, en fait, ce que j'ai ressenti, en tout cas, par rapport à la phase entrepreneuriat, vraiment. Ok, trop bien. Ouais, donc dès que tu as finalement changé d'environnement et puis de rythme de travail, et puis voilà, quelque chose qui te correspond, ça allait déjà beaucoup mieux. Du coup, c'est Lise, tu disais, donc tu t'es lancée pendant 3 mois en tant que community manager, c'est ça? Ouais. Et visiblement, il y a un truc qui a changé. Est-ce que tu peux nous parler de ça, justement? Parce que, alors, c'est pas forcément un échec, mais il y a eu un changement. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais. En fait, j'ai démarré en tant que community manager parce que j'avais repris mes études. Bon, bref, entre-temps, je suis allée au Canada, etc. J'ai repris mes études. Et quand j'ai repris mes études, j'ai fait une licence en marketing digital. Et le truc le plus simple pour se mettre en freelance, bah, c'est création de contenu, community management. Donc, j'ai commencé comme ça. Et il y a 2 choses qui ont été fortes pour que je comprenne que, en fait, c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. La première chose, c'est que je m'étais fixé comme objectif d'aller à des événements de networking toutes les semaines pour pouvoir trouver mes premiers clients, et que ça a été un échec cuisant. C'est-à-dire que j'ai trouvé 2 clients en 3 mois alors que j'ai dû faire, je sais pas, 15 ou 20 soirées de network. Donc déjà, ça, c'est le premier truc, de me dire, ok, en fait, il y a un problème. C'est pas normal, ça veut dire qu'il y a un truc qui fait que peut-être dans ton pitch, dans ton positionnement, il y a quelque chose. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les 2 clients que j'ai eus, c'était l'enfer pour moi. Vraiment, c'était l'enfer. J'étais pas... en fait, je me suis fait la réflexion, je me suis pas mis en freelance à l'époque pour retrouver un salarié, un employeur client, quoi, en fait. Je me dis, hors de question, j'ai pas fait tout ça pour ça. Et donc, du coup, je me souviens que j'ai pris 1 semaine, je me suis dit, bon allez, là, pendant 1 semaine, j'arrête j'arrête le networking, j'arrête tout ça, je prends de la hauteur. Et là, j'ai travaillé sur mon Ikigai. Et là, en travaillant, en fait, sur mon Ikigai, j'ai travaillé sur mon Ikigai toute seule, hein, j'étais pas coachée, j'étais rien du tout. Et en prenant de la hauteur, je me suis rappelé que quand j'étais commerciale avant, parce que j'ai été commerciale avant, donc sur les fameux 3 jobs où j'ai été virée sur 6, mais où, en fait, moi, le commercial, ça m'avait toujours plu, et il y avait énormément de choses qui me plaisaient là-dedans. Et donc, je me souviens qu'il y avait une chose particulièrement qui est ressortie, c'était que quand j'étais commerciale, ce que j'aimais par-dessus tout, et là où je voyais pas du tout le temps passer, c'était quand j'étais avec mes clients et que je pouvais passer 2-3 heures. Parce que, par exemple, j'ai été cuisiniste, donc je faisais des plans de cuisine et je vendais des cuisines. Clairement, tu vois tes clients 5 fois avant de la vendre, ta cuisine à 15 000 ou 20 000. Et en plus de ça, tu passes des heures avec eux. Et moi, je pouvais passer des heures avec eux. Et donc, clairement, je me suis dit, là, déjà, dans mon job de freelance, finalement, j'ai pas ça. Je suis toute seule face à mon ordi. J'ai quelqu'un qui me donne des ordres, entre guillemets. Alors, je suis peut-être pas tombée non plus sur les bons clients, hein, mais ça, c'est même sûr. Voilà, et donc, du coup, ça me convenait pas. Et donc, typiquement, je suis allée très, très, très rapidement, en fait, vers l'accompagnement. J'ai quasiment pas fait d'opérationnel pour un client, quoi. Je l'ai fait en stage. Voilà, c'est tout. Sinon, ouais, tout de suite, je suis allée dans l'accompagnement, en fait. Dans l'accompagnement, le consulting. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. Après, ça s'est élargi, etc. Mais ouais, je me suis remise en question assez vite, quoi. C'est marrant parce qu'on a déjà enregistré quelques épisodes de podcast pour préparer la sortie, et en fait il y en a beaucoup où la première étape en fait de leur vie d'entrepreneur, c'est d'avoir eu des clients de merde, d'avoir choisi soit les mauvais clients, soit qui payaient pas, tu vois. Enfin, il y a toujours une histoire un peu comme Ouais. ça, et qui du coup leur permettait dès le départ de leur entreprise de savoir plus ou moins ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ne voulaient plus finalement. Donc c'est marrant comme en fait n'importe quel entrepreneur, peu importe son domaine d'activité, son expérience, son expertise, etc. En fait, il y a beaucoup de similitudes dans nos parcours, en fait, finalement. Ouais. Et moi aussi, la première fois, moi, mes premiers clients, j'ai facturé ça à des prix dérisoires. J'ai travaillé bénévolement pendant plusieurs semaines, tu vois. Mais ça m'a permis d'apprendre des choses et de savoir ce que je voulais pas faire, quoi.
Après, je pense que c'est normal dans le sens où, quand on démarre, on ne sait pas ce qu'on veut. Et c'est normal, en fait. Ça fait partie du processus. On ne sait pas exactement ce qu'on veut. Et aussi, pour le truc, tomber sur des clients de merde, on va les appeler comme ça, c'est un peu violent, mais on va le dire comme ça. Je pense que c'est aussi parce que tout simplement, on n'a pas encore la bonne posture. Et on a besoin de l'apprendre. On ne sait pas cadrer. On ne sait pas se positionner. On ne sait pas avoir le leadership qu'il faut, en fait, pour pouvoir cadrer ça. Donc, je pense que finalement, c'est pas un hasard, quoi. Je pense que c'est clairement lié à tous ces éléments, quoi. Oui, c'est certain. Comme tu dis, tu sais pas trop ce que tu vends, t'oses pas trop le faire, t'as toujours ce petit souci justement de syndrome de l'imposteur, de légitimité, alors t'es là, t'y vas à tâtons, t'as pas l'air sûr de toi, donc déjà ça se sent, donc t'attires des gens qui vont tirer un petit peu le fil, genre tiens, elle a pas l'air sûre, elle a l'air pas chère, on va y aller, je pense que ça va passer. Et après tu te rends compte que ouais, non, les gens comme ça, en fait, il va falloir que je sois un petit peu plus exigeante et un peu plus cadrante, comme tu dis, avec les gens, comme ça au moins t'évites ce genre de personnes, quoi. Complètement. Mais c'est vrai que tant que t'as pas testé, tu peux pas vraiment savoir Ça fait partie du processus, en fait. Enfin, pour moi, quoi. Trop bien, trop bien. Donc, au bout de 3 mois, tu changes, tu te rends compte que l'accompagnement, consulting, etc., c'est ce qui te fait vibrer complètement. Tout se passe bien ou comment ça se passe ce changement? Est-ce qu'il y a des petits obstacles, des remises en question? Alors là, en vrai, à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à sentir une vraie fluidité. De toute façon, il n'y a pas de secret. Dès qu'on fait un truc qu'on kiffe, qu'on a vraiment envie de faire, c'est beaucoup plus fluide. Franchement, il n'y a pas 10 000 secrets. Évidemment, il faut que le marché soit d'accord avec ce qu'on aime. C'est important parce que sinon, on ne peut pas vendre. Mais à partir du moment où on a trouvé le consensus entre tout ça, c'est là que ça fonctionne. Donc concrètement, la seule grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'était dans les 6 premiers mois où j'ai travaillé en binôme avec quelqu'un. Et ça s'est très très mal passé. Elle me l'a mis à l'envers, clairement. Là aussi, ça fait partie du process. Mais en gros, on faisait des ateliers en présentiel ensemble. Vraiment, ça cartonnait. On les remplissait tous. C'était des ateliers LinkedIn orientés prospection, puisque c'était à l'époque mon expertise. Et en gros, moi, il y a des choses qui commençaient plus trop à me plaire dans les valeurs de cette personne. En fait, j'avais pas fait attention à ça. Et donc, du coup, je me suis dit, il y avait pas de conflit ni quoi que ce soit entre nous, en tout cas pas à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais mettre fin à la collab. Je lui ai dit, écoute, il nous reste trois ateliers à faire ensemble. Évidemment, on les termine. Je vais au bout de mes engagements, mais par contre, après, on arrête et chacun va qu'à ses occupations, à sa vie. Et ça a été très mal reçu. Et malheureusement, elle m'a pas payé. Enfin bref. Voilà. Et donc, je me souviens que cet événement avait été assez dur pour moi. Quelque part, c'était un petit peu le comment dire, le panneau de bienvenue dans le business, Pauline. Voilà, t'as quitté le commercial parce que t'en pouvais plus de tes collègues qui prenaient les clients pour des cons. Là, t'es plus dans la petite cour là. Là, t'es t'es avec plein de requins. Et voilà, ça m'a mis, c'est un peu naïf ce que je dis, mais ça m'a mis face à la réalité que tout le monde n'était pas gentil, quoi. C'est pas les bisounours, quoi. C'est pas les bisounours, c'est ça. C'est bien d'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat justement avec cette idée que ça va être simple, que ça va être facile, que ça va être très beau et tout, et qui au bout de quelques semaines voire quelques mois sont très vite désabusés de la situation parce qu'ils se rendent compte que y a des gens on en discutait ce matin avec Clémentine, ils sont peut-être très nuls en termes de compétences, mais vu que c'est des requins, c'est eux qui gagnent à la fin, quoi. Et c'est là où c'est difficile de prendre du recul sur la situation. Mais du coup, je voulais te demander pourquoi avoir fait ce choix justement de t'associer avec cette personne-là au début de ton activité, parce que souvent quand on se lance, on a envie de débuter seul, tu vois. Qu'est-ce qui a fait En fait, déjà, c'était pas une association au sens de on était associés, on n'en était pas là. Non, c'est juste qu'en fait ça marchait plutôt bien pour moi sur LinkedIn. Donc cette personne est venue me chercher tel un vampire pour venir me prendre ce que je faisais de bien. Enfin clairement, je veux dire, c'est exactement ce qui s'est passé. En tout cas avec du recul, je l'ai perçu comme ça. Et donc en fait elle m'a fait une proposition et moi j'ai dit bah ouais grave, vas-y on y va quoi. Et donc j'ai appris énormément de choses aussi de cette expérience. Mais
Non, en fait, on va dire que je me posais pas trop de questions, hein. Moi, là, à ce moment-là, j'étais en mode, c'est cool, je commence à bien gagner ma vie, faire des ateliers en présentiel avec cette personne, ouais, ça me plaît, ça me fait kiffer. Ça va faire en sorte de me faire connaître aussi davantage. Donc, voilà. On va dire qu'il y avait pas vraiment il y avait pas de grosse stratégie derrière, quoi. Ça marche. Donc du coup, ça t'a un peu vacciné sur enfin, peut-être pas vacciné sur les associations, mais en tout cas, tu t'es dit, la prochaine fois, je ferai plus attention, comme tu dis, aux valeurs que les personnes partagent avec moi ou pas, pour justement limiter ce genre de désagréments par la suite, quoi. Okay. Ouais, complètement. Après, le mot vacciné, c'est le bon mot dans l'année qui a suivi. Dans l'année qui a suivi, je n'ai plus fait confiance à personne. Ok. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Je pense que si Aline écoute cet épisode, elle va rigoler. Parce que entre-temps, avec Aline, on s'est vu des tonnes de fois et voilà, il y a pas de souci. Mais à l'époque, Aline m'avait proposé, donc c'était dans l'année qui a suivi cet événement. Aline m'avait proposé d'intervenir sur la BSB Academy et en fait, je lui avais dit non, quoi. Mais je lui ai dit non, pourquoi ? Parce que je venais de me faire enfler la gueule, quoi. Et je me souviens qu'une fois, on en a discuté quand on a mangé ensemble et voilà, je lui ai dit, ah oui, au fait, tu sais ça. En fait, je t'avais dit non parce que j'avais confiance en personne, en fait. Mais voilà, enfin, c'est pour dire que, bah oui, des fois, ça peut nous vacciner. Après, entre-temps, j'ai pris conscience de ça et j'ai travaillé dessus. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ça veut pas dire que je dis oui à tout, ni que je fais confiance à tout le monde. Mais c'est juste que, bon, bah, l'expérience fait que aujourd'hui, j'arrive quand même à jauger à qui je peux faire confiance versus... Et puis, au final, c'est pas une question de confiance envers les autres, c'est surtout une question de confiance en soi, en réalité, quand on n'a pas confiance aux autres. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi dont je me suis rendu compte quand j'ai travaillé dessus, où je me suis dit, mais en fait, l'insécurité, c'est pas les autres. L'insécurité, c'est moi envers moi-même. Et donc, bref, quand j'ai pris en sécurité envers moi-même, finalement, tout a été plus fluide, en tout cas, de ce point de vue-là, sur la partie partenariat, association, intervenir chez les autres, etc., etc. Et est-ce que tu penses que, entre guillemets, cette mauvaise expérience d'association, c'est quelque chose qui, bon, aujourd'hui, t'est bénéfique, mais est-ce que tu aurais pu l'éviter ? Est-ce que si tu l'avais évité, tu aurais eu la même suite chronologique d'événements ou il y a vraiment un impact sur ta vie aujourd'hui, finalement ? Je pense que j'aurais... en fait, j'aurais eu... on va dire que je suis passée à côté d'opportunités que j'ai refusées. En fait, c'est ça. Je trouve pas ça gravissime, hein, l'heure qu'il est pour moi, mais quand même. Je suis quand même passée à côté. Et après, je crois que tu m'as posé la question si j'aurais pu l'éviter. C'était ouais. Ça. Hein. En vrai, ouais, j'aurais certainement pu l'éviter, mais j'ai toujours du mal un peu, tu vois, quand on me pose la question. Alors, si tu devais tout refaire de zéro, qu'est-ce que tu referais différemment ? En fait, je referais rien différemment, tu vois, parce que ça fait partie du processus, ça fait partie de mon expérience. Et que ça m'enrichit à chaque fois, en plus. Donc pas de regret, quoi. Bah, en plus, comme tu dis, derrière, ça t'a fait travailler sur tes propres insécurités. Finalement, si c'était pas arrivé, tu l'aurais peut-être jamais vu, ça. Enfin, t'aurais jamais commencé à avoir ça. T'aurais jamais pris conscience que, bon, ok, j'ai pas confiance en les autres, mais peut-être que ça dit aussi beaucoup de choses sur moi et ma façon dont je me vois et dont la valeur que je m'accorde à moi. Mais du coup, ce travail-là, tu l'as fait quand ? Enfin, quand est-ce que tu as commencé à réfléchir sur tes propres insécurités ? C'est peut-être très indiscret, t'es pas obligé de me répondre, mais... Non. Mais à quel moment tu t'es dit, faut peut-être que je réfléchisse à ça ? Alors, si je me souviens bien, j'ai travaillé ça au moment où je suis passée en société. Donc, je suis passée en société en 2020. Et donc là, tout commençait... Enfin, ça faisait déjà un petit moment, mais ça prenait vraiment beaucoup d'ampleur. Et je me suis dit, je peux pas avancer si j'ai pas confiance aux autres. Je pourrais pas avancer parce que, peut-être que je pourrais pas déléguer ou ce genre de choses, et que j'aurais toujours des milliards de peurs, mais en plus de ça, je vais passer à côté de relations, de gens super qui pourraient m'apporter plein de choses, de presque à côté de la vie, quoi. C'est gros ce que je dis, mais en fait, si on fait pas confiance aux autres un minimum, on passe à côté de beaucoup trop de choses. Et en fait, c'est beaucoup trop dommage. Donc voilà, je me suis dit, c'était un
un moment un peu crucial du business où vraiment c'est le premier gros virage, quoi. Les grosses décisions, les premières grosses décisions que j'ai prises et tout, c'était à ce moment-là. Et là, clairement, je me suis dit, faut que j'aille bosser ça. Et trop bien, trop bien. Donc du coup, il y a eu cette association qui s'est pas très très bien passée. Donc après, tu as continué ton chemin en solo pendant un petit moment, Ouais. parce que je sais que maintenant tu travailles avec des gens, mais au début, tu as été en solo. Là, ça s'est bien passé. Quand est-ce que tu t'es dit qu'il fallait peut-être déléguer justement pour avancer? Bah, à ce moment-là, en fait, le moment où, en gros, j'ai commencé fin 2018, je me suis repositionnée là sur l'accompagnement très rapidement, donc 2 mois et demi, 3 mois après, donc en janvier 2019. Et de janvier 2019 à mi-2020, c'est là où ça a explosé pour moi. Et mi-2020, je suis passée en société. Là, je commençais à me poser aussi des grosses questions sur ce que vraiment j'avais envie de faire. Est-ce que j'avais vraiment envie d'être... déjà, est-ce que j'avais vraiment envie de rester indépendante tout le temps? Parce que pour moi, il n'y a pas de... Je le dis certainement pour les gens qui nous écoutent, il n'y a pas de mauvaise ambition. C'est pas parce que vous voulez rester indé que c'est pas bien. C'est très bien aussi, c'est une ambition aussi. Mais je me suis posé cette question-là. Et bon, et d'autres questions, la vision, qu'est-ce que j'avais envie, etc. Et du coup, j'ai délégué la première fois à ce moment-là. Et j'ai délégué la création de contenu sur Instagram. Donc en fait, pendant la première année et demie, 2 ans, on va dire, j'étais énormément sur LinkedIn. C'est toujours le cas, hein. Je suis toujours très présente sur LinkedIn. Mais j'avais finalement la possibilité, parce que j'avais les moyens aussi d'investir dans Instagram. Je savais que une partie de la clientèle, à ce moment-là aussi, une partie de la cible, puisque j'étais encore sur le focus LinkedIn, j'y suis plus restée longtemps après cette période-là, mais je me suis dit, si je me mets sur Instagram, je sais que j'ai un marché à aller chercher, puisque déjà, je faisais partie clairement des pionniers sur la partie accompagnement LinkedIn. Donc, j'ai pu aussi en profiter, on va dire. Et voilà, j'ai délégué la création de contenu sur Instagram. Et au départ, ça devait être 3-4 mois, et puis au final, j'ai jamais retiré la délégation sur la partie Instagram. Et justement, je rebondis parce que du coup, il y a un truc qui m'interpelle. Donc, tu précises que t'es passé en société courant 2020. Ouais. Moi, il me semble que courant 2020, on était tous enfermés chez nous. Ouais. Comment t'as vécu, toi, justement, parce qu'il y a énormément d'entreprises, énormément d'entrepreneurs, de commerces, peu importe l'activité, qui se sont clairement cassés la gueule sur la période Covid, alors que toi, t'étais clairement en plein essor, finalement. Alors, ouais, effectivement, j'étais en plein essor, mais ça, c'est certainement une anecdote croustillante qui va vous plaire sur ce podcast particulièrement. On se souvient tous de cette fameuse soirée où Macron nous a annoncé « Nous sommes en guerre ». On s'en souvient tous. Et ben en fait, il faut savoir que 4 jours après, je devais démarrer ma deuxième session de groupe que je faisais sur LinkedIn. C'était, je crois, ça a duré 1 mois et demi, je crois. Et donc, j'avais 10 places, si je dis pas de bêtises. Et j'avais vendu 9 places. Bah, c'est simple. Ce soir-là, y a Macron qui est passé à la télé, il nous a fait son petit folklore et machin. 1 heure après, j'ai reçu 6 messages, 6 mails. J'arrête. En fait, je prends pas ma place, Pauline. Je m'en vais. Oh la vache. Voilà. Donc en fait, on va dire les 2 premiers mois, les deux mois de confinement, en fait, j'ai perdu 50% sur mon prévisionnel, 50% de mon prévisionnel. Et en fait, après, ça a rebondi. Tout en sachant que après, moi vraiment, je me souviens que j'étais vraiment très combative à ce moment-là et très positive. Je me suis dit de toute manière, il faut faire avec, on n'a pas le choix. Et je sais pas, j'avais aussi l'intuition que ça allait le faire. Et donc j'ai vraiment, je me suis adaptée. Hein, on a tous essayé de toute façon de faire au maximum. Je me suis adaptée à ce moment-là et au final après, je suis vite retombée sur mes pattes en fait. J'ai perdu 50% de chiffre d'affaires pendant 2 mois, mais après je suis vite retombée sur mes pattes et c'est après que ça a explosé, quoi. Oui, parce que dans cette période-là, il y a aussi le boom de tout ce qui est e-learning, formation en ligne, formation de groupe, coaching en ligne, etc., qui a aussi explosé et qui a
qui a certainement dû te permettre de remonter la pente, entre guillemets, plus facilement, puisque tu étais déjà lancé à ce moment-là, comparé à d'autres personnes Exactement. qui ont profité du confinement, du Covid surtout, notamment moi, où on est arrivé un petit peu après la guerre, et du coup, les débuts sont plus compliqués. Comment ? T'as profité quelque part de ce temps-là, ou vous avez profité de ce temps-là pour vous lancer, alors que moi, effectivement, j'étais déjà lancée. C'est ça. J'étais déjà dans le paysage, quoi. Trop bien. Donc ça, finalement, c'était une petite vaguelette dans l'aventure entrepreneuriale, enfin entreprise, mais finalement, ça s'est bien relancé, donc tout va bien sous le soleil. Donc, tu lances la société, tu commences à déléguer donc les réseaux, enfin Instagram surtout. Ok, très bien, tout va bien. C'est la Dolce Vita, tout va bien. Ou au bout d'un moment, il y a certains peut-être obstacles qui se sont présentés, d'autres petits échecs, d'autres petits problèmes, des petits couacs justement dans les rouages. dans les rouages. Vraiment gros couac, en vrai, non. Par contre, décision difficile et challengeante, oui. Justement, à ce fameux moment où je suis passée en société, j'ai commencé à me poser la question, en fait, sur ma vision, qu'est-ce que je voulais faire. Puis j'avais... quelque part, j'étais à la croisée des chemins, mais ça, il y a énormément d'entrepreneurs. Je sais que c'est aussi une phase de transition qu'on accompagne aussi beaucoup sur le 3-6, des entrepreneurs qui sont à la croisée des chemins, qui ont plusieurs futurs possibles, en fait, plusieurs opportunités aussi marchés qui sont face à eux. Et là, ben, je choisis quoi. Et donc, moi, c'était exactement à ce moment-là. Et donc, en gros, j'avais plus ou moins deux gros choix. Soit je continuais à développer la partie LinkedIn et là, je me mettais en mode agence, clairement, parce que j'avais largement la capacité de le faire, parce que j'avais énormément de demandes, c'est-à-dire que j'avais 3 mois d'attente sur les calls et une fois que j'avais les personnes en call, j'avais 3 mois tout autant pour commencer avec moi. Donc, c'était génial, mais c'était un problème aussi. Problème de riche, ok, mais problème quand même. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, donc en fait, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue de limiter comme ça ou est-ce que je m'agrandis ? Et il y avait aussi le truc de la grande question de, mais franchement, Pauline, est-ce que vraiment tu as envie d'être sur LinkedIn toute ta life là ? Enfin, je grossis le truc, mais évidemment, c'est jamais toute ta life, mais vous avez compris l'idée. Et la réponse a été très rapidement non, en fait. la réponse a été très rapidement non, j'ai pas du tout envie de faire ça. Surtout que, encore une fois, moi, je viens du milieu du commerce, donc j'étais commerciale. Et donc là, je faisais du marketing digital avec une partie business, une orientation business quand même très, sur LinkedIn, très B2B, etc. Mais au final, mes accompagnements, ils ressemblaient de moins en moins à des coachings LinkedIn, ils ressemblaient à des coachings business. Et puis, il y a eu jusqu'à ce jour où j'ai une cliente qui s'est mise à chialer en session. Alors, pas parce que je lui faisais du mal, mais parce que le coaching, le coaching business, entre guillemets, c'est systémique. Ce n'est pas que le business. C'est qui on est derrière. Et donc là, ça m'a aussi mis un peu la puce à l'oreille en mode, ok, il faut quand même que j'ai les armes pour pouvoir gérer ça. Donc, je me suis formée au coaching et c'est là que j'ai pris la décision de sortir. Entre-temps quand même, je me suis repositionnée sur la partie coaching business beaucoup plus élargie, beaucoup plus systémique. Là, ça a été un premier gros switch qui a été quand même assez challengeant parce que j'avais peur que l'audience ne me suive pas. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais en fait, Pauline, elle était spécialisée sur LinkedIn et maintenant, elle accompagne en gros sur du systémique. Moi, je lui fais pas confiance sur ça. Et en fait, ça a été... moi, j'avais peur de ça. En fait, ça a été hyper cohérent. C'est-à-dire que les gens me disaient, oh, c'est hyper normal. Enfin, en fait, je m'étais pris la tête pour rien. Donc, du coup, là, je suis partie sur du coaching business. Donc, j'ai fait du coaching business en individuel, vraiment pur business, peut-être pendant 7-8 mois. Et après, là, je me suis dit, ok, bon, là, pareil, beaucoup de demandes et etc. Aussi, moi, mes envies qui commençaient à évoluer. Et donc, j'ai pris la décision, j'accélère, mais j'ai pris la décision d'arrêter les coachings individuels et d'ouvrir mon programme, notamment le 3-6, là, qui existe toujours. Mais ça a été vraiment un saut dans le vide, parce que j'ai arrêté ce qui faisait... Alors, j'avais quand même une formation en ligne, j'avais lancé ma formation en ligne LinkedIn, mais ça a été un carton commercial, ça a extrêmement bien fonctionné. Mais ça n'a pas permis de pallier la demande, en fait. Ça m'a fait plus d'argent, c'est bien, mais ça n'a pas permis de pallier la demande. Et voilà, j'ai fait un peu le grand saut de m'asseoir volontairement sur 70% de mon chiffre d'affaires pour aller vers l'inconnu, vers ce qui aurait pu ne pas marcher, entre guillemets.
Donc ça a été une décision difficile, mais comme on en a hyper souvent en business en réalité. Enfin moi maintenant ça va bientôt faire 6 ans et des gros switches comme ça j'en ai eu 3. Vraiment des grosses décisions qu'il faut prendre et qui sont hyper inconfortables, mais c'est le seul moyen d'aller vers autre chose. Donc il faut prendre son courage à deux mains, il faut sauter et il faut le faire. Donc ouais, du coup je sais pas si on peut dire vraiment c'était pas des échecs, mais c'était vraiment des moments quand même challengeants d'un point de vue mindset où on se dit bon allez quelque part on fait un peu all-in quoi. Ce qui est pas hyper ouf de faire all-in hein. Voilà, faut le faire avec de la sécurité derrière. Ce que j'avais en fait financièrement, donc je pouvais le faire. Mais ouais, voilà. Ok. Ouais, ça t'a rassuré quand même d'avoir cette sécurité financière pour te dire, bon, ok, j'ai cette décision difficile à prendre, mais je sais que je suis pas dans la merde derrière si... Je suis pas dans la merde du jour au lendemain, j'ai quand même du temps avant que ça arrive. Ouais. Ouais, ça marche. Et de manière générale, c'est souvent ça pour n'importe quel cas ou n'importe quelle décision. En fait, on a tendance à se projeter déjà des peurs. Enfin, je rebondis sur ce que tu disais, sur ta transition au niveau de l'audience, etc. Toi, tu pensais que tout le monde allait t'unfollow, enfin, que ça allait, ça allait être la cata. Et en fait, pas du tout. Parce qu'on a tendance à projeter quelque chose de terrible, alors qu'en réalité, des fois, il se passe même pas un dixième de ce qu'on avait imaginé. Voilà, il y a des moments où forcément tu prends des grosses décisions, c'est difficile, mais il faut les prendre et voilà, avec la sécurité financière, c'est de ça dont on parle. Oui. Et du coup, les décisions, parce que donc tu as dit quand j'ai une décision, j'y vais, mais quand tu es en phase de réflexion, etc., enfin tu l'as beaucoup dit, je réfléchis à ma vision, je réfléchis un peu à mes valeurs, je pense aussi où est-ce que j'ai envie d'aller. Justement, c'est quoi le cheminement quand tu dois prendre une décision? Comment tu fais pour te dire, ok, concrètement, il y a ça, vers quoi je me dirige? Comment tu fais le choix? Ça. Ouais, c'est ça. Comment tu fais le choix? C'est quoi ta démarche? La démarche, c'est... Alors déjà, il y a le travail de vision. Le travail de vision, il est nécessaire, il est indispensable pour pouvoir... C'est ta boussole. C'est ce qui te permet de savoir si c'est oui, si c'est non. Et ça pour tout. Pour je sais pas, par exemple, là, la proposition de podcast en venant me voir, si c'est pas aligné vers la direction que j'ai envie de prendre ou si c'est pas quelque chose que j'ai envie de partager, je vais dire non. Mais sauf que si on sait pas exactement ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on le fait, c'est extrêmement difficile de faire des choix. Donc déjà, c'est avoir une vision. Donc avoir une vision, c'est large, mais en tout cas, c'est faire le travail de vision. Ça, c'est nécessaire. Dans le travail de vision, évidemment, il va y avoir la mission, il va y avoir les valeurs qui sont importantes pour nous. Et attention, ne faites pas cette connerie, s'il vous plaît. Les valeurs, n'allez pas sur Google et ne tapez pas liste de valeurs. Ah, mais la bienveillance, j'aime bien. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on connaît l'authenticité. Voilà, le fameux. Non, donc voilà, il y a un vrai travail de fond en fait à faire quand même qui est important. Et après, sinon, tout simplement, la boussole, je dirais la boussole d'énergie et de plaisir. Si quand tu penses à ce projet, vraiment tu te fermes quoi, t'es pas bien, ça te plaît pas, c'est non. Si au contraire ça te donne de l'énergie, ça t'enthousiasme, c'est oui. Je pense qu'il y a ça aussi quoi. Le travail de vision, il fait partie de ça, de ces questions-là. Mais faut essayer de pas perdre de vue ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, ce qui est en lien avec nos valeurs et avec ce qu'on a envie de faire. Et c'est ça qui fait qu'on peut choisir, qu'on peut décider en fait. Ok, ouais, comme tout à l'heure, tu disais, quand on fait quelque chose qu'on kiffe, ça se voit tout de suite, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus pertinent. C'est un peu ça l'idée, quand tout est aligné, avec tes valeurs, ta vision, etc. Tu sais pourquoi tu y vas, tu sais comment tu y vas et tu es prêt à tout défoncer, alors que sinon, tu as tendance à procrastiner. On procrastine toujours un peu, mais quand on flippe vraiment un peu trop, généralement, ça bloque. C'est ça. Après, est-ce que justement ce cheminement-là, ce raisonnement-là pour t'aider à prendre des décisions, on est d'accord que ça va t'aider à dire oui ou non, mais ça va pas forcément t'enlever la peur que tu peux ressentir. Ça t'enlève pas forcément la peur. Mais ça t'aide à prendre la décision. Ça peut aider à prendre la décision. Maintenant, après, quand il y a vraiment trop de peur, en général, il faut se faire accompagner, quoi. Si vraiment t'es bloqué, t'arrives pas à passer le cap, c'est difficile de le faire seul. C'est-à-dire que je pense que
pour les premières fois particulièrement, les gros steps, la plupart du temps, je pense que c'est mieux quand on est accompagné. En tout cas, c'est plus facile et particulièrement, on perd moins de temps parce que ça, c'est une réalité. Quand tu passes 1 an à réfléchir à... par exemple, je disais tout à l'heure, je sais pas, si j'avais passé 1 an à réfléchir à arrêter le coaching individuel et passer sur autre chose, alors oui, certes, c'est pas gravissime, c'est 1 an de plus, mais c'est 1 an en vrai que tu as perdu dans ton évolution, c'est 1 an que tu as perdu peut-être à te faire chier dans quelque chose qui te faisait plus plaisir. Et donc, je vais donner une phrase très cliché, mais qui pour moi est réelle, c'est la prise de décision, c'est un muscle. Les plus durs, c'est les premières, les plus grosses décisions. Et puis après, ça s'ancre en toi, ton expérience, ton processus, et ça te fait avoir une prise de décision beaucoup plus rapide. Moi, je décide aujourd'hui bien plus rapidement qu'il y a 3 ans. Et des fois, je prends des grosses décisions très très vite. Mais parce que j'ai dû passer par des décisions difficiles, abyssales à prendre avant. Alors, ça veut pas dire que c'est toujours facile, mais ouais. Et puis je pense qu'aussi dans ce genre de moment, peu importe le niveau de la décision qu'il y a à prendre, il faut aussi savoir dissocier son rôle de chef d'entreprise et la personne qu'on est avec nos émotions, avec nos peurs, nos blocages, nos croyances, etc. Parce qu'on a toujours tendance à justement imaginer le pire. Hein. On le fait tous, tu vois, si demain ma boîte fonctionne plus, je vais finir sous un pont, crever la dalle. Ouais. Sauf que en fait, dans la réalité des choses, si demain ta boîte ne fonctionne plus, il va y avoir quand même une sacrée flopée d'étapes avant d'arriver sous le pont. Et il y a de fortes chances que avant d'arriver sous le pont, tu auras relevé la barque et tu seras reparti en fait. Donc c'est bien aussi de se dire ok, j'ai des décisions, je vais essayer de mettre de côté un petit peu mes peurs pour le coup et y aller quand même, parce que même si ça se passe mal, je sais que j'aurai de quoi me relever, me rattraper, etc. Ouais, et on revient à la confiance en soi, la confiance en ses capacités de se relever, la confiance... on revient sur ça. C'est tout est lié. C'est le nerf de la guerre. Hein. C'est ça. Estime de soi, appelez-moi, contactez-moi, il y a du boulot. Non, mais c'est clair. Enfin, si t'es pas sûr de toi, si t'as une très mauvaise image de toi, si t'as l'impression que tu vaux rien ou que tu vas tout foirer, c'est certain que derrière, ton comportement va être clairement influencé par ce genre de croyances et d'émotions et que tu vas te laisser paralyser. Et si t'as pas la capacité de prendre ce recul, comme tu dis, Denise, sur ces émotions-là et de te dire, attends, soyons un peu rationnels. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre que forcément finir sous un pont ? Ouais, c'est compliqué. Donc, effectivement, se faire accompagner quand t'es un peu trop bloqué et que t'arrives à rien faire, en fait, tout simplement. Ok, trop bien, trop bien. Donc, le chemin avance, donc on est en société, ça se passe, t'as pris des décisions donc difficiles, enfin assez challengeantes, etc. Qu'est-ce qui fait que petit à petit, parce que donc tu nous as dit que t'as fini par arriver au burn-out, qu'est-ce qui a fait que petit à petit t'es arrivé là ? À quel moment ? Je vais pas dire à quel moment ça a commencé, parce que peut-être que t'arrives pas à définir précisément, mais... Si, j'arrive à situer quand même. Okay. J'arrive à situer quand même. C'était début 2023. Donc là, on va quand même bien longtemps après, hein, au final. Début 2023, j'ai commencé à être quand même pas mal fatiguée, pas mal éreintée, on va dire, par la situation économique. Qui fait que, et franchement, ce que je vais dire là, ça va parler à beaucoup d'entrepreneurs, parce que les entrepreneurs qu'on accompagne, mais aussi les entrepreneurs que je connais, qui m'entourent, etc., c'est beaucoup dans ce cas-là, où en fait, tu produis 2 fois plus d'efforts pour le même résultat. Donc, tu as quand même du résultat, mais tu produis 2 fois plus pour avoir le même résultat. Donc déjà, ça, c'est la première chose, avec du recul, hein, évidemment. Où j'ai commencé quand même à être, on va dire que c'est pas ma motivation qui a été éreintée, parce que je suis toujours quand même restée motivée, mais il y a quelque chose, on va dire, qui a commencé à se casser un peu à ce moment-là. Et puis donc là, je commençais à être vraiment vraiment fatiguée. Alors
je dis que je parle en termes d'effort, mais pour le coup, c'était pas en nombre d'heures de travail, parce que pour le coup, moi, j'ai jamais travaillé des heures pas possibles. Et on y reviendra sûrement, mais c'est ça qui a fait que j'ai pas compris aussi quand on m'a dit que je faisais un burn-out, parce qu'en fait, j'ai dit, bah non, mais en fait, je travaille pas beaucoup, moi, enfin, pas des masses non plus, quoi. Bref, on reviendra là-dessus si jamais. Et mais c'était plutôt en termes d'énergie, en fait. C'est-à-dire que tu produis 2 fois plus d'énergie pour pas forcément avoir le résultat lié à ton énergie en face. Donc, tu as toujours du résultat, le même qu'avant, mais normalement, tu aurais dû en avoir plus en temps normal, on va dire. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Ensuite, donc ça, ça commençait à être difficile un peu moralement. Et puis ensuite, je me souviens de ce jour-là où j'ai envoyé un message sur Slack à l'équipe et je leur ai dit, bah en fait, là, cette semaine, c'était le lundi matin. Je me dis là, franchement, je vais pas travailler cette semaine. Voilà, c'est pas du tout mon genre en général. C'est quand même positionné avant où l'équipe sait quand est-ce que je m'en vais, quand est-ce qu'eux ils s'en vont, etc. Donc là je dis voilà non, là je pense que voilà, j'arrive un petit peu à faut que je me repose quoi. Donc je positionne, donc je dis à tout le monde, j'allais dire je positionne un arrêt, mais pas du tout, c'était pas un arrêt maladie, mais bref vous avez compris, donc je m'arrête logiquement. Et puis en fait le lendemain, j'ai une de mes salariées qui se met en arrêt maladie. Et donc là, évidemment, j'ai rien à lui reprocher. Elle a le droit de se mettre en arrêt maladie, c'est pas la question. Mais c'est juste que là, je commençais à être fatiguée. Et la première chose qui m'est venue à l'idée à ce moment-là, c'est dur, hein, mais je vous donne ce que j'ai dans la tête à ce moment-là. C'est qu'en fait, je suis jalouse de ma salariée, quoi. En fait. Je suis jalouse de ma salariée parce que ma salariée, elle a le droit de s'arrêter. Parce que ma salariée, elle peut s'arrêter. Or, moi, la veille, j'étais en train de dire à mon équipe que j'étais au sol déjà, que j'avais besoin de me reposer. Et en fait, le lendemain matin, je me lève et là, j'apprends que, en fait, je dois me relever, quoi. Donc, du coup, on va taper dans... alors qu'à ce stade-là, honnêtement, il n'y avait rien d'alarmant. J'avais juste besoin de repos. Enfin, voilà, mais ça commence comme ça. Voilà. Donc, il n'y avait rien d'alarmant. Mais bon, là, déjà, le fait quand même de ressentir cette sorte de jalousie, en fait, un peu, déjà c'est pas sain quoi. Même moi quand je l'ai pensé je me suis dit waouh, ok, c'est pas normal quoi. Enfin en fait il y a un truc. Et donc il y a eu ça. Et ensuite au final bon ma salariée elle a eu des gros problèmes dans sa vie à ce moment-là, des problèmes assez graves, et ce qui a fait que on a dû enchaîner avec une personne en moins dans l'équipe. Et au départ, on avait fait des pronostics de pilotage d'entreprise en mode ok, la petite version, c'est elle est pas là pendant un mois, la middle version, c'est elle est pas là pendant un mois et demi, la grave version ou la high version, c'est elle est pas là pendant 3 mois. Enfin bon bref. Donc on avait fait nos pronostics et puis on s'est dit ok, puis nous on gardait toujours contact avec elle évidemment, et elle devait revenir dans un mois, donc on s'est dit ok, on va quand même, on peut gérer là. Du coup, on a remis une charge de travail en plus un peu à tout le monde, dont un mois aussi, hein, évidemment. Et au final, un mois après, bah, c'était toujours pas fini. Donc là, on a dû prendre un freelance à la place, tout en sachant que ça, c'est la réalité dont je vais parler, mais donc beaucoup ne savent pas. Mais en France, on croit que quand un salarié est en arrêt maladie, l'employeur ne paye rien. C'est faux. L'employeur continue de payer un siège vide, plus le freelance qui coûte x4 du salarié. Enfin voilà, c'est pour mettre dans le contexte aussi, c'est-à-dire dans la réalité aussi du chef d'entreprise derrière, qui fait que ça vient te rajouter aussi de l'anxiété, des charges au sens propre du terme, mais de la charge aussi tout court dans les responsabilités, etc. Donc voilà, il y a eu l'accumulation de ça, etc. Et au final, ça s'est soldé par une fin de contrat, malheureusement pour la personne qui travaille avec nous. Ça a été très difficile parce que c'était une décision difficile. C'était une décision aussi qui était potentiellement pas bien comprise, forcément pas bien acceptée, on va dire, par toute l'équipe. Quand je dis pas bien acceptée, c'est pas que je sentais qu'ils comprenaient, qu'il y avait une partie de l'équipe qui comprenait, mais je sentais aussi qu'il y avait une partie de l'équipe qui
comment je pourrais dire, un peu jugeant, quoi. Mais c'est ok, hein. Et d'ailleurs, c'est toujours la même équipe, hein, qui est avec nous là aujourd'hui. Mais et donc là, il y a aussi ce gros sentiment de solitude, solitude du rôle du gérant en fait, qui doit prendre les décisions qui font pas plaisir à personne, ni à moi. Hein. Enfin, je veux dire, ça me fait pas plaisir non plus, mais qui doit les assumer, qui doit ouais, assumer toutes les conséquences, etc. Donc là, déjà, il y avait une petite flopée de choses qui s'entassaient là. Et puis j'ai eu l'impression de sortir la tête de l'eau à peine. Et puis au bout d'un moment, ça m'appuyait tout le temps sur la tête. J'avais toujours quelque chose de plus. Et 3 semaines plus tard, on a quelqu'un de nos programmes qui se suicide. Donc là, c'est chaud. C'est chaud déjà de par moi, mon histoire personnelle qui me revient en pleine face, et parce que je connaissais aussi cette personne en dehors avant qu'elle soit cliente, que on était proche d'elle, qu'on prenait régulièrement de ses nouvelles, que ça faisait quelques semaines déjà qu'on voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Enfin voilà, donc beaucoup aussi de culpabilité, de devoir gérer un deuil qui, on a l'impression qu'on n'a pas le droit à ce deuil-là parce qu'en fait on n'est pas. Enfin bon bref, il y a plein de choses. Plus en même temps, on devait relancer notre programme phare. Enfin bref, déjà là franchement on est dans. Ouais, voilà, ça commence à faire un enchaînement. C'est la loi des séries, hein. C'est clairement ça, la loi des séries. Donc je me suis tapé une loi des séries comme ça jusqu'à janvier 2024. Et puis sauf que voilà, il y a eu d'autres choses, hein. Il y a eu plein d'autres accumulations. Par exemple, j'ai eu un accident de voiture alors qu'à 11 ans de permis, j'ai jamais eu d'accident de voiture. Mais à un moment donné, faut pas être con, hein. C'est juste la vie, en fait, je pense qu'il me disait stop, quoi. Mais voilà, mais c'est comme ça. Puisque forcément, moi, je conduisais, j'étais ailleurs. J'étais pas là, en fait. Donc, au bout d'un moment, oui, Pauline, au bout d'un moment, tu rentres dans la voiture en face. c'est évident. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui sont accumulées. Et puis, en fait, la veille on a une journée de séminaire avec nos clients sur notre programme phare. Et la veille, je sors d'une réunion et là, je fais un malaise, quoi. Et à ce moment-là, le médecin vient, etc. Et donc là, on me dit, en fait, vous êtes en burn-out, quoi. Et donc moi, je lui dis, du coup, ok, mais en fait, alors moi, je savais quand même que ça allait pas, hein, depuis 1 an, j'accumulais. Mais bon, de là à dire ça, donc c'est là que je lui dis, mais en fait, je comprends pas. Je prends mes week-ends, je prends des vacances. Le soir, je travaille pas. Je dois travailler peut-être 25 heures par semaine. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Et donc bref, le médecin m'explique en fait que c'est pas forcément une histoire de surmenage ou de charge de travail, et que c'est aussi. Et donc moi, je lui ai expliqué aussi un petit peu là tout ce que je viens de vous dire. Et donc en fait, il m'a dit, mais en fait, votre cerveau, il a jamais décablé, quoi, déjà. Donc il y a un moment donné, ça chauffe trop, et quand ça chauffe trop, il y a un moment donné, ça pète. Et sauf que il faut savoir que là encore, c'était la veille de mon séminaire. Donc faut remettre aussi les choses dans le contexte là. Donc c'était la veille de mon séminaire, tout en sachant que sur le 3-6, j'ai aussi d'autres coachs, donc je fais pas 100% des coachings, loin de là même. Mais par contre, c'est moi qui fais la journée séminaire. C'est-à-dire que j'ai une personne avec moi de l'équipe, mais après, je suis toute seule, quoi. Donc là, quand tu as des clients qui viennent de Belgique, de Suisse, etc., qui viennent à Toulouse pour ton séminaire, t'as pas le choix, quoi. Hein. À un moment donné, t'as pas le choix. Donc du coup, bref, évidemment, je fais mon malaise, tout ça, je travaille pas du tout de la journée et tout, mais bon, pas le choix de se remettre en selle tout de suite le lendemain. Donc là, déjà, faut voir que depuis le début, je vous dis à chaque fois, je me remets en selle. Donc systématiquement, j'étais en remise de selle de longues fois et de nombreuses fois, pardon, plutôt. Et donc, j'assure cette journée. Tout en sachant que c'est une journée, hein, évidemment géniale, mais exténuante, hein. C'est du 6h, 1h du matin, quoi, hein, parce que y a la soirée, il y a tout ça.
Donc, puis il y a les préparatifs, donc bref. Donc il y a la fatigue en plus. Et du coup, là, je me dis, ok, bon là, à partir de maintenant, je vais réduire un peu la voilure, vu ce que m'a dit le médecin. Bon, quand même. Sauf que bon, je pense que j'étais encore dans le déni, clairement. Et du coup, dans les 15 jours qui ont suivi, là, il se passe 5 jours où 5 jours où je suis plus moi-même, quoi. 5 jours où je chiale de 9h à 3h du matin. Enfin, voilà, c'est violent, quoi. Sans savoir trop pourquoi, hein. Il n'y a pas de... Enfin, il y a des raisons sans avoir de raison, quoi. Oui, c'est un Donc, trop plein d'émotions, trop plein d'événements, trop plein de tout qui fait que, voilà, à un moment donné, ça craque et ça craque, quoi. ça craque. Voilà, ça craque exactement. Jusqu'à ce que je me souviens, mon conjoint me posait la question, il était 3h du matin, il me pose la question, il me dit mais en fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quoi, tu vois. Et en fait c'est avec mes propres mots à moi que je me suis rendu compte que j'étais en burn-out, en fait, parce que je me souviens que je lui ai répondu je suis vide et je suis asséchée. Voilà ce que j'ai répondu. Même là, le dire, c'est quand même... Enfin, c'est violent, quoi. C'est violent. Et donc là, j'ai compris, quoi. J'ai compris, et le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un psy en urgence, en fait. Et là, du coup, je me suis quasiment arrêtée pendant 4 mois. Après ça, quoi. Alors, quand je dis quasiment, bon, évidemment, on aimerait pouvoir, mais en gros, j'ai dû travailler 1 heure par jour, et encore, je dis 1 heure, mais peut-être moins que ça, parce que capacité cognitive à plat, franchement, j'arrivais même plus à travailler, quoi. Donc, de toute façon, j'avançais plus, donc à quoi ça sert? Donc, Et je me permets ouais. juste de te couper 2 secondes parce qu'il y a une question qui me taraude. Justement, dans toute cette phase, avant d'en arriver au diagnostic du burn-out, tu vois, est-ce que, maintenant avec du recul, dans ton entourage, que ce soit tes collaborateurs, ton conjoint, ta famille, j'en sais rien, autour de toi, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont averti? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit fais attention, enfin tu vois, ce genre de choses ou pas du tout? Oui, Ok. oui, oui, Et pourquoi oui, t'as oui. pas écouté? Parce que... Non, et puis en plus, moi, alors ça aussi, c'est avec du recul, on le sait d'ailleurs, les psys le disent et tout, ça dépend, il y a certains drivers en fonction de comment on fonctionne. Moi, j'ai un gros driver, sois forte et ferme ta gueule, quoi, en fait. Donc du coup, j'y vais, quoi. J'y vais, et puis surtout, ça aussi, il faut le comprendre, c'est que moi, en tout cas, pour ma part, c'est un fonctionnement depuis des années, c'est pas juste depuis que je suis entrepreneur. C'est un fonctionnement qui dure. Ça fait 15 ans que je suis comme ça. Et donc là, c'est renforcé par les épreuves externes. Donc je dis pas que j'ai pas de responsabilité, hein. Parce que je veux dire, responsabilité ne veut pas dire coupable, mais je dis juste que j'avais ce gros driver. Donc ça veut dire que les gens, ils avaient beau me dire fais attention. Pour moi, ça rentrait, ça sortait presque. Je l'ai pas entendu, quoi. Je l'ai absolument pas entendu. Oui, t'es là genre le sois forte, c'est très je peux m'occuper de moi, je suis assez forte, je vais tenir le coup, je peux ramasser, vas-y, je peux encaisser, tout va bien, je suis forte de toute façon. En fait, en réalité, tu dis je peux encaisser, etc. Moi, je sentais bien que je pouvais plus encaisser, tu vois. Ouais, Mais je tu voulais. manques pas d'aide. Ouais, puis en plus, je sais que par exemple, amicalement, pendant cette période, ou avant cette période plutôt, je me suis renfermée. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui je parlais peut-être toutes les semaines sur WhatsApp, je parlais plus à personne, en fait. Et il y a des gens qui n'ont pas compris. Voilà. Ouais. Et en fait, non, en fait, j'avais pas envie de faire chier les gens avec mes problèmes, entre guillemets. Puis il y a toujours pire. Et puis aussi vis-à-vis de l'équipe, par exemple, en fait, je suis le leader, donc j'ai pas le droit de flancher. Si je flanche, il y a tout qui flanche derrière. Déjà que c'est la merde, je vais pas en plus dire je suis pas bien. Enfin voilà, il y avait aussi toutes ces croyances, hein. Et est-ce qu'il y avait aussi peut-être une part de fierté et de peur du regard de l'autre, du coup? Si, entre guillemets, parce que pendant tellement d'années, tu te montres comme une femme forte, qui y va, etc. Et si t'avoues cette faiblesse-là,
comment les autres vont te percevoir, tu vois, ce genre de choses. Je te pose la question parce que moi, j'en ai fait de burn-out, donc je commence à avoir l'habitude. Ouais, Et je sais que malheureusement. j'ai vécu la même sensation de me dire, en fait, j'ai pas le droit de baisser les bras parce que les gens autour de moi me voient pas comme ça. Donc, si je baisse les bras, qu'est-ce que je vais montrer de moi? Mes faiblesses, mes peurs, machin, ceci, cela. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi je suis tombée de l'autre côté, quoi. Alors, pour ma part, c'était pas par rapport au regard des autres, parce que pour le coup, je me suis déjà montrée vulnérable devant mon équipe et tout. J'ai vraiment zéro problème avec ça. C'était plus que j'avais peur des répercussions que ça allait avoir aussi sur la boîte et sur tout le monde. C'était plutôt ça que d'assumer après, ça va. C'était plus, me dire, si le leader, il sait plus ce qu'il veut, il est perdu. Qui peut plus donner de direction pendant un temps donné, qu'il est fatigué, qu'est-ce qu'elle fait la boîte? Elle fait quoi? Tu vois? Et donc du coup, qu'est-ce que fait l'équipe? Et donc du coup, eux, ils vont se sentir perdus. Et donc du coup, comme ils vont se sentir perdus, va y avoir une baisse de résultats sur la boîte. Et donc comme va y avoir une baisse de résultats, voilà, c'est en fait c'est tout le schmilblick qui se mord la queue, quoi. Voilà, ça, tout le schmilblick qui s'ensuit, qui fait que, quoi. Bon, au final, après, ils ont compris, hein. Ils ont compris, et franchement, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie sur la partie lead, on va dire, de la boîte, alors que j'étais en burn-out, quoi. Ouais, au final, une fois que t'étais, de toute façon, face au mur, enfin la tête dans le mur et qu'il n'y avait plus le choix, t'as quand même réussi à mettre en place le minimum syndical, entre guillemets, pour que l'équipe, elle puisse se leader aussi peut-être un peu toute seule, j'imagine, enfin, et qu'ils puissent mener le bateau pendant que toi, t'avais absolument besoin de te reposer, quoi. Comme on dit, c'est toujours la fameuse métaphore du tu mets ton masque dans l'avion d'abord sur toi avant de le mettre sur tes enfants. C'est exactement ça, relié à l'entreprise. Là, il fallait que tu mettes ton masque à oxygène avant de mettre sur l'équipe, parce que sinon, dans tous les cas, ça aurait un peu foncé, je pense, dans le mur, peut-être. Ouais, non, complètement. Ouais. Et même aujourd'hui, c'est pas revenu comme avant. Enfin, voilà, c'est... au moment où on enregistre, ce n'est pas encore totalement réglé. Enfin, voilà. Quand je dis pas forcément qu'au niveau de la boîte, même au niveau de moi, hein, c'est long. J'ai pas récupéré toutes mes capacités cognitives et je sais pas si je pourrais retrouver comme avant, en fait. Et d'ailleurs, du coup, je m'écoute aussi beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant, tout le monde me disait, mais écoute-toi, Pauline. Je savais pas ce que ça voulait dire, en fait. Voilà, donc du coup, là, maintenant, déjà, j'ai appris à faire ça, mais ce que je veux dire, c'est que et il y a aussi énormément de changements qui arrivent, là, des décisions que j'ai prises qui sont liées directement au processus de burn-out. Parce que quand un salarié il fait un burn-out, soit il fait une reconversion, soit il change d'entreprise. Mais un entrepreneur, quand il fait un burn-out, qu'est-ce qu'il fait? Un entrepreneur, quand il fait un burn-out, il peut pas remettre ses pieds sur le terrain qu'il a vu tomber. Et donc ça veut dire que le terrain, il faut le changer. Donc là, il y a des grosses décisions qui sont en cours et des choses qui vont changer, mais pour le mieux, pour le mieux. Et voilà. Est-ce que tu as le droit de nous teaser sur ces changements ou c'est pas encore officiel? Enfin, c'est pas le but de te tirer les verres du nez, c'est tu dis ce que tu as envie de dire, quoi. Alors, au moment où l'épisode va sortir, ça sera pas encore sorti, donc du coup, je laisse... ouais. Voilà, c'est ça. Okay. Je laisse, mais oui, il y a des gros changements qui arrivent, ouais. Ok, ça marche. Et du coup, donc tu dis que ça t'impacte encore toi, enfin que tu as encore du chemin à faire. Qu'est-ce que tu mets en place ou qu'est-ce que tu as mis en place et que tu continues à mettre en place pour justement apprendre à t'écouter, apprendre à prendre soin de toi en fait et recharger les batteries tranquillement à ton rythme? Mais qu'est-ce qui se met en place? Déjà, je pense que ça va être lié un petit peu aux décisions, même si je vais pas les dire, mais je veux dire, je peux quand même expliquer le processus. Déjà, la première chose, c'est oui de m'écouter, c'est-à-dire que quand je sais que depuis le burn-out,
j'ai quand même beaucoup de mal à travailler le matin, par exemple. J'arrive pas. Donc en fait, ça sert à quoi que je me lève à 7h du mat si de toute manière, de 8h à midi, je tourne à rien faire. Ça sert à rien. Donc du coup, en général, je me lève beaucoup plus tard qu'avant. Je me fous la paix en gros. Je me fous la paix particulièrement le matin. Donc l'équipe est au courant, etc. J'ai aussi, je fais beaucoup de sport, donc du coup, je vois mon coach le matin aussi. Et en général, je travaille que l'après-midi ou alors que à partir de 10h30, 11h, pas avant. Avant, j'arrive pas. Donc déjà, ça c'est le premier gros changement, mais ça va dépendre des gens, hein, évidemment. Je m'écoute aussi, donc qu'est-ce que ça veut dire s'écouter? Ça veut dire que si je suis fatiguée, si c'est con, mais quand on a faim, on va manger, quoi. Sauf que moi, avant, quand j'avais faim, j'allais pas manger. Enfin voilà, et alors quand je dis j'allais pas manger, j'ai toujours mangé midi, je précise, non, parce que il y a des entrepreneurs qui se mettent à plus manger et tout. Moi, je me suis quand même toujours arrêtée, donc c'est une métaphore que je donne là plutôt. C'est plutôt, t'as froid, mets un pull, t'as chaud, enlève ton pull. C'est ça, s'écouter en fait, c'est ni plus ni moins que ça. Et ça, je savais pas le faire. Donc du coup, j'ai appris à le faire. Donc si je suis fatiguée, je m'arrête. En fait, ça sert à rien. Même s'il est 15h et que j'ai travaillé que 1h30, en fait, tant pis, je travaillerai mieux demain. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Et aussi, processus qui est dans le processus de décision, des fameuses décisions que j'ai prises, c'est de retirer le maximum de choses de mon quotidien qui, me font chier, et 2, me prennent de l'énergie, me sabotent, quoi, en fait. Parce que il y a aussi ce truc que là, cette dernière année et demie, du coup, avec tout l'abattage que je me suis pris, quelque part, je me suis perdue. En fait, je me suis rendu compte que je me suis transformée en mode machine. C'est-à-dire que j'ai arrêté de me poser la question de ce qui me faisait plaisir. Et ça, j'allais dire c'est une connerie, mais en fait, tu t'en rends pas compte, hein. En fait, tu rentres dans une sorte de routine. Et puis aussi, comme j'ai fait que gérer des problèmes, en fait, gérer des problèmes autant émotionnels que structurels dans la boîte, etc. Comme j'ai fait que ça, j'ai arrêté, j'ai avancé en mode machine. Et donc le fait d'avancer en mode machine, ça fait on s'oublie, déjà, premier élément, et deuxième élément, on oublie complètement de se dire, ah mais en fait, pourquoi je fais ça déjà? En fait, vous voyez le truc, pourquoi je fais ça en fait? Et donc là, c'est fini. Là, dans mon process de décision, je dégage tout ce qui me prend de l'énergie. On va dire que l'objectif, c'est normal, tout ce qu'on fait de tous les jours ne peut pas être que source de plaisir. Et c'est normal. Et c'est OK. Mais par contre, quand 80% de notre semaine, c'est 80% de choses qui nous prennent de l'énergie, ça peut durer un certain temps, mais ça peut pas durer trop longtemps. Et donc là, c'est vraiment OK. Je me reconnecte à vraiment ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait vibrer. En fait, je me reconnecte à ma vision. C'est ça. Je me reconnecte à ma vision, à ce que j'ai vraiment envie de faire, à ce que j'ai aussi peut-être laissé de côté. Par exemple, là, un des big projets qui va arriver prochainement, et donc du coup, qui fait partie des grandes décisions, c'est quelque chose qui est inscrit dans ma vision depuis 3 ans déjà. Mais ça fait 3 ans que je dis, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Je peux pas le faire. C'est pas encore. Je le ferai dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien. Non, en fait. Là, je me suis dit, merde, en fait. J'ai envie de le faire maintenant. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps. Et c'est pour dire, quand je dis c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que vous parliez de mon TEDx rapidement tout à l'heure. Mon TEDx, c'était un de mes plus grands rêves. Ce big projet, on peut le mettre dans le lot du TEDx, quoi. C'est à ce niveau-là de satisfaction, d'enthousiasme pour moi. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est le moment, je vais le faire. Et ça m'enthousiasme. Ça me fait du bien. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est juste, de sortir je peux donner aussi peut-être un exemple concret de choses dans la boîte. Typiquement, j'ai énormément de mal avec les réunions. Alors, pas que j'aime pas les réunions, c'est juste que ça me demande énormément de capacité cognitive, de décision, et pourtant, c'est pas moi qui lead les réunions, c'est Marielle, la directrice d'opération, mais c'est moi qui décide, c'est moi, etc. Donc, ça me bouffe une énergie mentale incroyable, à tel point que je fais 1 heure de réunion, il me faut presque 1 heure derrière pour rattraper l'énergie que ça m'a pris, quoi. Typiquement dans les décisions, petites décisions mais importantes, c'est fini en fait. Maintenant, je fais une réunion par mois avec toute l'équipe. Le reste du temps, vous faites la réunion sans moi.
vous me faites un mini rapport, juste les points clés, et s'il y a quelque chose à décider, je décide. Mais par contre, je suis plus là aux réunions. Je suis là qu'une fois par mois. Et ça, c'est tout con. Mais ça me fait un bien fou. Quelque part, c'est retrouver en fait le plaisir dans ton travail et quitter ce mode un peu pilote automatique dans lequel tu t'étais mis sans même t'en rendre compte au final. Ouais. Et quand tu parles de dégager, entre guillemets, toutes les trucs qui te font pas kiffer, est-ce que c'est vraiment, c'est-à-dire épurer ton business, supprimer complètement ces tâches-là, ou est-ce que c'est les déléguer ou les déléguer à ton équipe actuelle, ou les deux? Un peu des deux, en fait. En fait, c'est réorganisation en interne de ce qui moi me convient pas. Donc, par exemple, là, l'exemple typique, les réunions, c'est pas que ça me convient pas, mais c'est que ça me prend de l'énergie, donc on va arrêter de fonctionner comme ça. Donc ça, c'est purement organisationnel, mais c'est aussi simplification, élagage aussi des éléments du business directement. Donc, il y a aussi un lien avec les offres, comment elles sont délivrées, etc., etc. Donc, on est quand même sur une petite tornade sympathique. Et du coup, est-ce que ça fait partie, comme on en parlait au tout début de l'épisode, des fameuses claques que tu as pris dans ta vie et qui ont déclenché derrière des revirements de situation, des repositionnements, des petits virages, des gros changements. Ouais, clairement. Bah là, oui, je peux le dire, maintenant, le burn-out fait partie de ça. Mais de toute façon, et tu le sais, je pense, Lise, parce qu'en vrai, c'est difficile d'en parler quand les gens n'en ont pas fait. Ouais. Difficile à comprendre, on va dire, je trouve, vu de l'extérieur. Mais moi, je connais personne qui a fait un burn-out qui a pas derrière fait des changements significatifs. Parce que on entend beaucoup, en fait, le burn-out, il faut se reposer. Bah ouais, mais si tu te reposes, même qu'encore une fois, tu reposes le pied, le pied que tu t'es pété sur le même terrain, dans 2 mois, t'es au même endroit. Hein. On te retrouve au même endroit, tu vois. Donc je pense que c'est de toute façon le burn-out. Si t'en fais un, le jour où t'en fais un, ou je souhaite à personne, mais je veux dire, si un jour quelqu'un nous écoute là et t'en fais un, ou t'es en train d'en faire un, ou quoi ou qu'est-ce, forcément il y aura des changements à faire, mais c'est que pour le mieux après. De toute façon, c'est toujours que pour le mieux, même si c'est quand même très difficile, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a une période où c'est très dur, je pense. Parce que moi, mon expérience vis-à-vis du burn-out, c'est que je l'ai fait dans 2 cadres différents, un dans le salariat et un dans l'entrepreneuriat. Donc, je l'ai pas du tout vécu, ni senti arriver de la même manière. Enfin, je l'ai pas du tout senti arriver, du coup, dans les 2 cas. Mais du coup, voilà. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a eu cette fameuse période où tu te roules en boule dans ton lit, position fétale, tu pleures toutes les larmes de ton corps, t'es qu'une merde, tu ne sais plus ce que tu fais de ta vie, etc. Et il y a la deuxième phase où tu te dis, bon, maintenant, il faut que je passe à l'action, il faut que je change des trucs. Mais en fait, c'est une montagne que tu as à changer. Donc forcément, derrière, ça prend du temps, c'est des questionnements. Et comme tu le dis très bien, tu n'as pas récupéré toutes tes facultés de réflexion, de concentration, etc. Ouais. Il y a beaucoup de choses que tu veux changer, sauf que tu peux pas tout changer en même temps. Et forcément, cette transition-là, elle prend du temps. Toi, j'imagine du coup encore en plein dedans. Ouais. Mais peut-être, tu vois, pour des gens qui écouteraient cet épisode et qui se sentiraient justement sur la piste glissante vers le trou noir, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, déjà d'un point de vue vraiment business, organisation, structure, pour peut-être essayer de ralentir le rythme ou ce genre de choses? Déléguer ce qui te prend de l'énergie. Ou alors le retirer et le faire autrement. Là, c'est à la fois structurel et à la fois dev perso, hein, c'est un peu ça va ensemble. Simplifier son business model. Plus ton business model il est complexe, c'est-à-dire plus tu as, je sais pas, plein de tunnels de vente, plein d'offres différentes, etc., plus c'est fatigant. Donc maintenant, encore une fois, il n'y a pas que le surmenage de travail qui peut amener au burn-out, parce que j'en suis la preuve, par exemple, puisque je fais pas partie des entrepreneurs qui travaillent 72 heures par jour. Mais la simplification du business model, donc des offres, de la manière dont elles sont délivrées, de la manière dont elles sont vendues, va forcément permettre un allègement de la charge mentale. Il y a aussi la partie avoir des indicateurs clés de performance, donc et sur la partie stratégique et sur la partie pilotage financier, parce que ça permet de pouvoir anticiper,
Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir de problème, mais ça veut dire qu'on peut plus facilement y faire face. Tu vois, donc ça, c'est plutôt la partie structurelle. Et pour le coup, moi, la partie structurelle, heureusement qu'elle était là. Parce que si j'avais pas eu la partie structurelle, là, ça aurait été la catastrophe. D'un point de vue business, hein, j'entends. Donc, ça prouve que quand tu construis une entreprise qui est résiliente, on va dire, avec les outils à l'intérieur qui est résiliente, elle te permet de pallier ce genre de problème qui peut arriver, quoi. Donc ça, c'est plutôt pour la partie business pure. Et après, pour la partie un peu plus mindset, ça va rejoindre ce que j'ai dit, mais vraiment essayer de se connecter un maximum à ce que vous avez envie de faire et à écouter la boussole du plaisir en vous. Parce que, mais encore une fois, hein, je dis ça, mais par exemple, moi, si j'y reviens en arrière, je sais pas comment j'aurais pu ne pas y passer. Pourquoi ? Parce que j'ai eu un enchaînement de choses qui me sont tombées dessus et que j'ai juste pas eu le choix de les gérer, en fait. Enfin, voilà. Donc, quand je regarde vraiment avec du recul, qu'est-ce que ça... Enfin, ok, j'aurais peut-être pris un peu plus de repos. Mais qu'est-ce que ça aurait changé, le repos ? Les problèmes, c'est exactement comme, je sais pas, t'es triste, tu te bourres la gueule. Bah, le lendemain, quand tu te lèves, les problèmes, ils sont toujours là. C'est exactement la même chose, moi, avec du recul, si je regarde. Donc, c'est tellement un travail plus profond que juste le travail. C'est tellement, voilà, c'est comment on fonctionne. J'ai parlé des drivers tout à l'heure, mais il y a des drivers différents selon les personnes. Et c'est des fonctionnements qui fait qu'on fonctionne comme ça depuis des années souvent et qui nous mènent à ça. Donc, on peut s'en prémunir, mais moi, en tout cas, pour moi, mon expérience, je sais pas si j'aurais pu m'en prémunir. Franchement, je l'ai pris de pleine face et j'ai juste fait de mon mieux, quoi. Ouais, En fait. En fait, général, faut en je avoir pense que... conscience, quoi. Faut en avoir conscience que tu as ces drivers-là, sois forte, tu l'as appris parce que tu as vu Ouais. une psy qui t'a posé les questions, qui t'a fait analyser certaines situations. Mais c'est vrai que les drivers, quand tu connais pas, tu as le soit parfait, soit parfaite. Celui-là, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui l'ont. C'est pareil, ouais. Et soit parfaite et soit fort, ah ben là, t'es bien. Là, t'es bien, t'es sûr que tu fonces droit vers le perfectionnisme et vers le burn-out parce que tu vas toujours essayer de faire de mieux en mieux sans te faire aider, sans vouloir déranger, sans vouloir... Donc, c'est un petit peu tendancieux. Enfin, et après, bon, il y en a 5, hein, des drivers, mais c'est vrai que tu peux pas en avoir conscience si tu n'analyses pas un petit peu, comme tu l'as dit, en fait, comment tu fonctionnes. Et tiens, j'ai des schémas assez répétitifs. Dans une situation, je suis toujours plus comme ci que comme ça. Mais malheureusement, si tu n'en as pas conscience, c'est automatique, hein, c'est réflexe, hein, ces comportements-là. Ouais. Donc, c'est vrai, pourquoi tu te poserais la question, finalement? Tant que t'es pas dans la merde. Donc, et puis, tant que ça marche, tant que ça roule, pourquoi se poser la question, en fait? C'est ça. Pourquoi se poser la question? vie? Voilà, pourquoi se compliquer la vie? Et puis, tu as mis le mot dessus, justement, dans ton post LinkedIn, où tu dis clairement, on m'a annoncé ce que je refusais de voir, c'est le déni, en fait. Tu sais qu'il y a tout qui est en train de glisser sous tes pieds, mais t'es tellement dans l'engrenage que t'es incapable de prendre le recul nécessaire pour justement dire, attention, là, il y a un truc qui va pas, je suis en train de glisser, il faut que je fasse quelque chose, etc. Et je pense que par mon expérience et des gens avec qui j'ai pu en discuter aussi, toutes les personnes que je connais qui sont passées par un burn-out n'auraient pas pu l'éviter aussi, tu vois. Et pareil, l'entourage avait prévenu, attention, je te trouve fatiguée, t'es plus irritée, ça, parce que ça peut se retraduire aussi de plein de manières différentes. Et l'issue est la même en soi. Donc l'essentiel, c'est de ne pas arriver justement sur cette pente glissante. Et le mieux à faire, je pense que pour éviter ça, c'est vraiment se blinder dès le départ. Comme tu disais, toujours se coller à son why, à son pourquoi, ne jamais s'en éloigner et essayer dès le départ de mettre en place les bonnes choses, les bons process, les bonnes structures, parce que souvent quand on se lance, on s'en fout un peu, hein, ce qu'on veut quand on se lance, c'est trouver des clients, clairement. Bien sûr. En fait, on laisse les choses telles quelles, sauf que derrière, quand t'as la croissance qui arrive, tout ça, si t'es pas solide, c'est la boule de neige, quoi. C'est qui dévale et qui t'écrase sur le passage, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, tu parles du why. Moi, pour le coup, ce feu sacré un peu, quoi, en moi, je l'ai jamais perdu, même pendant le burn-out. C'est-à-dire que, je sais pas, j'avais cette flamme, en fait, au fond de moi qui brûlait toujours, on va dire.
Et du coup, il faut savoir que seulement quelques jours après donc le diagnostic burn-out, c'est là que TEDx m'a rappelé, parce que bref, j'ai eu plein de déconvenues par rapport à TEDx, donc un autre TEDx m'a rappelé pour me proposer TEDx. Et donc à ce moment-là, donc j'ai accepté, mais il faut savoir que j'ai accepté, j'avais même plus d'émotion. J'ai accepté parce que c'était mon rêve, mais j'étais même plus contente à ce moment-là. Enfin, vraiment, quoi. Et d'ailleurs, je me souviens que juste derrière, j'en ai parlé à mon conjoint et que je me suis mise à pleurer et que je lui ai dit, tu te rends compte que ça m'a même enlevé le plaisir de mon rêve, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Et donc du coup, j'ai fait mon TEDx fin mars. Donc en fait, j'étais encore en plein, vraiment, enfin, en vrai, je suis encore en convalescence là de burn-out. Enfin voilà, j'estime que je suis pas encore guérie, quoi. Mais on va dire que là, j'étais quand même en plein dedans et grâce à mon why, en fait, c'est ça qui m'a fait m'accrocher. Et après avoir fait mon TEDx, c'est là aussi que je me suis rendu compte à quel point, par exemple, dans les choses qui me font plaisir, dans les choses qui me font du bien, bah faire des confs, par exemple, j'en fais déjà beaucoup, c'est pas nouveau. Mais faire des confs, c'est un truc qui me fait vibrer. Donc de là à me faire presque sortir momentanément de mon état de burn-out pendant 3 heures, quoi. Là, ça m'a fait tilt aussi. Et c'est ça qui a fait aussi partie des décisions derrière que j'ai prises là, etc. Donc c'est quand on a identifié ce qui nous fait vibrer, c'est plus facile aussi, je pense, que de pas le savoir, quoi. C'est un joli mot de la fin, je trouve. Oui, bah super. Bah merci beaucoup, Pauline, pour ce témoignage aussi authentique que. Quelle horreur. Bah, écoute, merci à vous. J'avoue que c'était pas forcément simple. J'ai lâché quand même pas mal de trucs là, très perso, quand même. C'est vrai. Ouais, mais en même temps, ce serait incompréhensible pour les gens si j'expliquais pas autour. Enfin, je veux dire, c'est soit j'en parle franco, soit j'en parle pas, quoi. Bah justement, merci beaucoup pour ça. On te retrouve du coup sur les réseaux, sur Instagram, LinkedIn. Yes. Ailleurs. Et sur le podcast Vision. Ok. C'est vraiment le mot de la fin. C'est vraiment le mot de la fin, ouais. On met tout dans la description pour que vous puissiez aller écouter, aller checker les contenus, etc. Et encore merci beaucoup, Pauline. Merci à vous. Bye bye. Bye. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous ? T'es encore là ?